Game 7, on aura une ultime manche décisive entre Oklahoma City et Denver parce que les Nuggets l'ont emporté lors du Game 6 la nuit dernière à Denver. Victoire 119-107. Shai, cette série qui est magnifique, elle va pouvoir se prolonger jusqu'au bout. On aura le droit à cette 7e manche que honnêtement on espérait parce qu'il y a vraiment deux très belles équipes qui s'affrontent. Donc victoire des Nuggets avec plusieurs joueurs qui ont performé. Je vais donner quelques stats. Nikola Jokic, 29 points, 14 rebonds, 8 passes, 25 points de Jamal Murray, 23 points, 11 rebonds, 5 passes, 3 interceptions pour Christian Braun et 15 points d'un Julian Strawther sorti de nulle part qui a fait une énorme différence en fin de 3e quart-temps, début du 4e. Ouais, on est pour le Julian Strawther game, je pense. Il a vraiment fait une différence incroyable. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup à la base et qui est dans lequel, entre lui et Watson, dans lesquels j'avais un peu confiance pour faire partie de la rotation de Denver après le titre. Et finalement, cette double timeline façon Warriors n'a pas vraiment fonctionné non plus. Donc, il n'y a pas que le Strawther game, évidemment. Denver, c'est absolument admirable parce que je l'avais dit la dernière fois après le match précédent. À mon avis, physiquement, ça semblait compliqué pour eux. Avec l'enchaînement, ils sortent d'une série en 7 matchs, ils vont rejouer une série en 7 matchs, mais malgré ça, ils trouvent toujours les ressources. Alors c'est Théo qui me disait, c'est vrai qu'il a raison, tu sais que tu vas avoir 5 bons joueurs, mais tu sais jamais vraiment lesquels. Là aujourd'hui, il y avait Strawther en plus, mais ils trouvent des ressources. Ils vont avoir 2 jours de repos, ce qui va arriver pour la première fois depuis le 29 avril, je crois. Donc ça peut faire la différence et je vois peut-être un petit peu la série différemment. Toujours est-il que tu as raison, c'est une série magnifique. Ça a été un match encore magnifique parce que les deux équipes se répondent. Il y a pas de match vraiment à sens unique. C'est du bon basket. Les joueurs majeurs sont présents globalement, je trouve. Jokic fait un super match. Jamal Murray qui était malade, qui arrive 1 heure avant le coup d'envoi, il était encore incertain. Il décide de jouer. Premier tir, il met un panier à 3 points avec la faute et il fait un vrai match, un vrai match solide. OKC n'a pas fait un mauvais match, mais au moment où Denver a eu le plus de répondants, j'ai trouvé que là, il avait manqué du soutien à Shai qui fait un match propre. Jalen Williams passe à côté et derrière, ça a manqué justement peut-être pas d'un Strawther, mais de l'une des options fortes qu'ils ont en sortie de banc et qui leur permet généralement de gagner les matchs. Sur le repos, moi j'avais peur d'un blowout. C'était pas ce que je souhaitais évidemment, mais j'avais peur d'un blowout sur ce match, notamment après quand on a aussi appris que Jamal Murray était malade. Au final, tu l'as dit, il a tenu son rang et de quelle manière. Et toujours très très bon à domicile, Jamal Murray. Il y a une espèce de communion avec les supporters des Nuggets qui le portent à chaque fois en deuxième mi-temps. Tu parlais nouveau Game 7, c'est le 7e déjà de la carrière de Jokic. Sur leurs 16 dernières séries de playoffs, ils ont joué 7 fois un Game 7. On n'est pas loin d'une série sur 2 où ça va en 7 pour Denver. Et ce que je voulais dire, oui, les 2 jours de repos, du coup, importants. Il y a surtout qu'Aaron Gordon s'est blessé aux ischio. Donc, ça peut être une grosse source d'inquiétude pour. Il a dit je vais trouver le moyen de jouer. J'ai 2 jours, je ne sais pas. Mais il a joué à 100%, quoi. Comme effectivement, on ne sait pas quels seront les 5 joueurs des Nuggets qui vont être performants chaque soir, mais c'est toujours plus intéressant qu'il y ait Aaron Gordon dans ces 5-là. Surtout que Peyton Watson, celui qui le remplace potentiellement, c'est quand même compliqué dans l'ensemble. Il y a des soirs où ça va, mais dans l'ensemble, c'est quand même compliqué. Tout comme c'est souvent compliqué pour Strawther au final, mais là, sur ce match, il y avait 80 au moment où il commence à mettre son premier panier. Il a eu un espèce d'énorme coup de chaud en l'espace de 2-3 minutes. Il a apporté toute sa folie un petit peu. Il y a cette espèce de folie de confiance. Et lui, il a de l'adresse à 3 points. C'est quand même un bon shooter. C'est souvent ce qui manque à Denver. C'est l'équipe qui shoot le moins bien à 3 points sur ses playoffs. Donc là, ça a fait du bien. Celle de Christian Braun aussi, d'ailleurs. Je reviens sur son match. C'est son record en playoff. Et quel match. Il avait été un peu en dedans offensivement sur les derniers matchs, tout en étant toujours très précieux. Et là, voilà, 23 points. Le surplus d'adresse, pareil, qui est nécessaire. Christian Braun, Jamal Murray, on l'a dit. Et pour Jokic, j'ai l'impression que petit à petit, il commence quand même à comprendre comment jouer cette équipe du Thunder. Ça fait 2 matchs qu'il est en train de changer le rapport de force. Alors, un rapport de force qui est a priori logique, se dire, bah ouais, Jokic domine ses vis-à-vis. C'est ce à quoi on est habitué. Mais sur les premiers matchs de la série, OKC avait quand même été vraiment en train de bien gêner Jokic.
Et là, non seulement Jokic il reprend le dessus, mais j'ai même envie de te dire, c'est Hartenstein qui souffre un peu. Hartenstein qui n'a pas eu le même impact. Alors, il n'a pas raté un tir, il finit avec 8 points, 6 rebonds, mais il n'a pas le même impact que d'habitude. Il est limité à 25 minutes, il fait des fautes. Ça commence à s'inverser ce rapport de force. J'imagine que c'est évidemment une bonne chose pour les Nuggets. Ça ne veut pas dire que les Nuggets gagneront nécessairement le prochain match, mais c'est tout plein de choses autour desquelles tu peux travailler pour Denver. Pour Jokic, c'est inévitable. Enfin, les très très grands joueurs, même si ponctuellement des joueurs vont les embêter, je crois pas au mythe du Jokic stopper, du Intel stopper. Il y a des joueurs qui arrivent un peu à les gêner sur plus que d'autres, mais il a mis le temps, il a compris. Et quand il est bien aidé à côté, c'est sûr que ça fonctionne mieux. Il y a pas. Là, je suis d'accord, je l'ai trouvé. Je pensais le trouver plus fatigué et plus. Tu sais, les fins de match où il est tout rouge avec des griffures partout. Alors c'est parfois là aussi où il est très bon, mais j'ai l'impression qu'au niveau physique, il est un peu moins entamé que ce que je pensais. C'est pour ça que là, ce game set, j'ai beau avoir parié entre guillemets sur OKC avec la fraîcheur et tout. La stat que tu donnes sur le nombre de matchs joués par Jokic, le nombre de matchs 7 depuis le début de sa carrière, l'expérience d'un game set, c'est pas anodin quand même. C'est une équipe jeune qui a pas beaucoup de joueurs qui ont connu les playoffs tout court déjà, donc les game sets n'en parlons pas. Et même si Shai, je trouve, a fait un bon match, il va aussi découvrir ce game set au sommet, vraiment contre une énorme équipe. C'est facile dans cette série, vraiment, elle est magnifique. Les matchs, ils sont top, y a rien à dire. La série Denver Clippers, c'était top. Les séries qui impliquent Denver, c'est divertissant, ça joue bien au basket et puis bon, ça va en 7. Donc pour les spectateurs, c'est encore mieux. Ouais, je voulais rebondir sur les. Oui, je voulais dire, oui, il a gagné 4 des 6 qu'il a disputés pour l'instant, Jokic. C'est pas mal. Le bilan est pas trop mal. Sachant qu'il y a une défaite, c'est contre les Trail Blazers à une époque où il est pas encore au sommet de ses pouvoirs. Et Damian Lillard a sorti Nikola Jokic sur un game set. C'était un match où il y avait eu 3 prolongations. Il y avait dans la série là où il était. C'est la première série où on s'est dit tiens, il arrive à tenir la distance physiquement. C'est quoi ce mythe qui serait un peu juste au niveau de l'endurance. Il avait fait les 3 prolongations, je crois. Enfin, il y avait une histoire, je me rappelle plus bien, mais je me rappelle de cette série quand même. Il a même un cardio exceptionnel quand on y repense. Parce que regarde tout ce qu'il enchaîne justement avec ce qu'enchaîne Denver. Alors oui, il y a des coups de mou, mais il a un cardio absolument exceptionnel. Nikola Jokic, il a un coffre. Tu sais, c'est les mecs qui ont je sais pas, je me demande à combien bat son cœur au repos, mais il doit récupérer super vite. Il y a des athlètes comme ça perçus. Alors ça, c'est un cycliste. Là. Attention, je vais faire une référence. Mais tu sais, Jan Ullrich qui paraissait gros pour les cyclistes, il avait un cardio mais spectaculaire quoi. Voilà, voir Nikola Jokic, bon, c'est pas du tout les mêmes sports, pas du tout les mêmes données, mais je me demande quel est les battements de son cœur au repos. Tu parlais de Shai un peu, Isley. Effectivement, Shai il finit donc avec 32 points, 6 passes, 11 sur 16 au tir. Il est à droit dans le 4e quart-temps, mais il y a peu d'aide autour. Il n'y a pas quelqu'un qui a. C'est-à-dire, il fait un bon 4e quart-temps, mais il ne peut pas non plus aller mettre 20 points. Tu vois, je veux dire, il y a aussi une défense qui veut le forcer à lâcher la balle. Il y a pas mal de maladresse à 3 points autour, avec des tirs où c'est une passe, un tir. Pas que d'ailleurs, il y a aussi des séquences où ça tourne un peu plus et ça finit par un tir dans le corner et ça ne rentre pas non plus. Mais ouais, Jalen Williams, qui est maladroit. Je ne sais pas s'il est mauvais, il est juste. Je dirais qu'il est mauvais. Parce que, ouais, voilà, c'est ça. Il est maladroit, il finit avec 6 points, 3 sur 16. En fait, c'est ça, c'est que ça pique. C'est que les 7 rebonds, 10 passes, 3 interceptions, on n'a presque pas envie de les voir quand tu vois le 3 sur 16 et que tu sais qu'OKC perd. Tu te dis, ah ouais, c'est lui qui est censé mettre du scoring autour. Effectivement, il n'a pas eu la réussite qu'il fallait. Et grosso modo, le Thunder a manqué d'adresse à 3 points sur les décalages à chaque fois. Ces playoffs et cette série en particulier sont hyper intéressants pour Jalen Williams parce que c'est censé être le numéro 2 de cette équipe, un peu le lieutenant talentueux, jeune aussi. Mais il vit ce que c'est d'être un joueur attendu en playoff contre une équipe énorme comme Denver. Et je dirais pas du tout qu'il est mauvais. C'est sûr, la maladresse, ça fait un peu regarder les matchs par un prisme différent, mais il est très actif en défense depuis le début de la série. Il se donne à fond en défense et il est obligé. Il manque finalement que l'attaque, la finition, parce qu'il fait un bon match, mais ils le perdent au scoring, j'entends. Là, il fait des passes, il y a de l'activité, une bonne défense globalement, j'ai trouvé. C'est sa
première grosse campagne de playoff aussi, et c'est pas simple d'arriver comme ça. Ça peut être les limites ou les interrogations, c'était là-dessus pour le Thunder, que ce soit pour Shea qui est un peu plus âgé quand même, et pour les autres, c'est cette jeunesse ou cette inexpérience en tout cas. Jalen Williams, il est en train de vivre un peu ça, je trouve. Il y a du très bon, mais on va aussi, je pense, plus parler du mauvais s'ils viennent à être éliminés et qu'il ressort un match avec cette maladresse-là. Il est à 33% au tir sur cette série. Et c'est ce qui est très très faible, sachant qu'il y a eu 6 matchs et qu'il y en a un où il a mis 30 points. Et il est à 21% à 3 points. Et je vais englober maintenant Chet et Shea. Les 3 stars du Thunder, on a déjà répété, il n'y a pas de shooter élite dans tes 3 stars, en tout cas de shooter à 3 points. Parce que Shea, c'est quand même un shooter élite, je pense, à mi-distance. Et regarde l'adresse à 3 points de ces 3 joueurs sur cette série. Shea, il est à 26%, alors qu'il prend plus de 4 tentatives. Jalen Williams, il est à 21%, alors qu'il prend plus de 5 tentatives. Et Chet Holmgren, il est à 25%, alors qu'il prend 4 tentatives. Les 3 stars du Thunder ne mettent pas à 3 points. Après, il y a un game set. Donc, ils ont la place encore pour se qualifier. Ils ont la place pour aller en finale de conférence. Ils ont la place pour aller en finale NBA. Ils ont la place pour être champion NBA. Mais il y a toujours encore et encore cette limite de l'adresse à 3 points déjà globale, et même des stars du Thunder qui par moment ont besoin aussi de faire la différence de loin. On verra sur le game set. Ces mecs-là remettront dedans dans le game set, tu vois, bien sûr. Et puis, il y a une bonne défense, il y a plein de choses à OKC. Mais c'est un point faible, on va dire. Ouais, parce que ceux qu'on mis dedans sur les matchs où il a fallu mettre dedans, type Lou Dort, c'était un peu inattendu sur le match précédent. Caruso. Caruso. Il y a un match où qu'ils ont gagné le plus facilement, je crois, avec un coup Isaiah Joe, un coup Wiggins, on en mis aussi. Mais en saison régulière, c'est aussi, enfin, leur volume à 3 points, il est aussi lié à ces joueurs-là qui sont un peu plus discrets, là, on va dire, où forcément, c'est un match où les rotations, elles sont différentes. Mais ouais, c'est vrai que l'adresse, là, j'avais pas le chiffre des 3 à 3 points, ça pique un peu. Holmgren en attaque, c'est pas mal. Enfin, en dehors du tir à 3 points qui flanche un peu, je trouve que c'est ce qu'il fait est pas mal sur le match de cette nuit. Sur ce match, ouais. Il marque 19 points. Sur l'ensemble de la série, il a pas fait de perf offensive exceptionnelle. De toute façon, il est arrivé en NBA avec déjà, je trouve, un profil un meilleur profil défensif et avec de la marge de progression en attaque. Sa saison rookie, l'officiel, parce qu'il était là avant, mais il a pas joué. Il y a eu des périodes où il shootait très bien, où il était très en place, et c'est un peu plus aléatoire, mais c'est aussi le lot des joueurs jeunes et inexpérimentés. Donc c'est difficile. C'est vrai que moi je suis partagé avec OKC. J'ai envie de m'enflammer et de dire ils sont incroyables, et j'ai dit plusieurs fois dans la saison que je pensais qu'ils pouvaient être champions. Mais c'est très dur. Parfois tu te heurtes un peu à cette inexpérience. Peut-être que j'en fais beaucoup là-dessus. Il y a des équipes jeunes qui sont allées en finale, le Thunder de l'époque notamment. Mais quand tu joues contre des équipes comme Denver, avec des mecs aussi expérimentés et qui, je le répète, on gagnait des match sets, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas simple. Après, OKC est toujours un... Moi non plus. Moi, je crois que j'ai plusieurs fois pendant la saison que je ne voyais pas OKC aller jusqu'au bout. Il y avait toujours un petit truc où je me disais non, je ne pense pas que ça va aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, ils sont quand même dans une position où il y a vraiment la place pour aller jusqu'au bout. On verra ce que ça donne. C'est pas temps pour faire un pronostic. Par contre, juste sur des choses, tu vois, cette espèce de combat que j'aime bien mener ces derniers temps, faut se méfier de la jeunesse et d'essayer il a 21 ans, donc il va ajouter tout ça à son jeu. Holmgren, aujourd'hui, et c'est notamment, ça va être très intéressant, ce qui le différencie d'Wembanyama, tu ne peux pas construire une attaque autour de Chet Holmgren. Il n'a pas l'arsenal pour se créer son tir de la même manière que Victor Wembanyama. Je me permets de faire cette comparaison parce que c'est une comparaison qui a souvent été amenée sur le tapis, notamment par les médias américains, savoir Holmgren ou Wembanyama. Je me souviens même du premier mois de leur saison quand c'est le meilleur rookie, c'est Holmgren. Oh, doucement. Donc Holmgren, il dépend un peu de la création des autres, ce qui n'empêche que c'est un excellent joueur. C'est absolument pas ce que je suis pas en train de dire le contraire. C'est un excellent joueur, bon défenseur, qui est capable de contribuer en attaque, qui a quand même quelques moves, mais il va pas se créer constamment son tir, et ça va dépendre aussi souvent de son adresse, et au final il prend quand même une bonne partie de ses tirs, c'est des tirs extérieurs comme Wembanyama, mais il n'y a pas exactement le même jeu, et du coup quand Holmgren arrive et qu'on voit une future star, etc., on se dit ça peut être un joueur générationnel, on en même un peu trop facilement,
Aujourd'hui, Holmgren, rien n'indique que c'est une future superstar. Et pareil, je vais dire pareil pour Jalen Williams, tu vois. On sait que c'est un bon joueur. C'est des gars qui ont encore le temps de progresser. Comme j'ai dit, cette série, elle va les faire grandir, quelle que soit l'issue du résultat, tu vois. Mais on se rend compte, ils sont pas tout de suite au niveau où comment dire. Par exemple, sur cette série, Jamal Murray, au final, c'est un meilleur joueur que Jalen Williams sur cette série, tu vois. Ouais. Pourtant, il y en a un qui est All-Star et pas l'autre. Et il y en a un à qui on prête un potentiel différent de l'autre. Mais aujourd'hui, sur cette série, Jamal Murray, il est meilleur que Jalen Williams. On peut se poser la question de savoir sur cette série, est-ce que Aaron Gordon, il n'est pas meilleur que Chet Holmgren? Tu vois, je pense aussi. Il a été plus décisif déjà, c'est certain. Ça ne veut pas dire que dans un an, le rapport de force n'aura pas évolué, ou même dans 3 mois. Mais là, sur cette série, on peut voir... et sur cette série, Shea a beau être excellent et Jokic a eu beau être... C'est un peu dur, parce que Shea, je trouve quand même qu'il est vraiment bon. Mais bon, tu sens quand même qu'il y en a un, c'est le meilleur joueur du monde. Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est un peu dur quand même, parce que Jokic, il n'était pas très bon sur le début de la série quand même, où il n'était pas très adroit, et Shea tient quand même son rang. Je ne veux pas que ça fasse genre c'est Shea le problème. Je trouve que Shea tient son rang. Ouais, totalement. Juste un truc sur Holmgren, je me pose. Tu vois, on a beaucoup parlé je digresse un peu, mais de Cooper Flag qui va arriver dans un effectif où il y aura déjà des bons joueurs établis normalement avec Davis et tout. Je me pose la question de ce qu'aurait donné Holmgren. Est-ce qu'il aurait eu le côté répétition de situation où il est un peu le centre de l'attaque s'il n'avait pas été dans une équipe déjà bonne et déjà prometteuse? Peut-être que non, là, il a peut-être pas la panoplie dans l'ensemble. Il a été très bon, en tout cas il s'est greffé parfaitement. C'est peut-être le type d'exemple pour Flag en fait, tu vois, genre il arrive et il y a déjà des bons joueurs autour. C'est un fort potentiel aussi Holmgren sans être nécessairement générationnel. Et la comparaison avec Wembanyama, elle vaut parce que au niveau de la génération, ils se sont affrontés avec Team USA. Lui-même a dit il n'y a pas de bif, mais voilà, on comprend que il y a une rivalité quand même. Après, c'est pas du tout le même poste quand même. Non. Cooper Flag, il va avoir la balle entre les mains, même justement avec les Mavericks. C'est d'ailleurs ce que son camp est excité à cette idée, c'est qu'il joue avec des bons joueurs, tout en puissant faire les lectures. Et ce qu'on disait hier avec Théo, c'est que c'est plus simple de faire une lecture quand c'est Anthony Davis qui te pose un pic, quand c'est Klay Thompson qui est dans le corner, donc tu apprends plus vite en fait. Il va apprendre plus vite que Cooper Flag parce qu'il est à Dallas plutôt qu'à Utah ou à Washington. Pour Holmgren, c'est une question intéressante que tu soulèves. Oui, peut-être. Est-ce que peut-être on aurait pu plus facilement tester des choses en fait. Si tu es les Wizards, effectivement, tu peux plus facilement tester de mettre Holmgren comme ils l'ont fait avec Alex Sarr, tu vois, de le mettre dans une position de créateur par moment. Donc tu as raison. Au final, tu as raison. Sur Holmgren, on aurait pu voir autre chose. Sur Flag, je pense que Flag, vu que c'est pas le même poste, il va avoir le ballon et ces occasions-là. C'est juste qu'il va avoir de meilleures occasions de le faire. Holmgren aurait peut-être eu plus de chances de tester les limites de son jeu et qui sait ce que ça aurait donné. Après, est-ce qu'il aurait été capable de le faire? Bah ouais, au final, tu as raison. T'as raison, on n'a pas la réponse. Peut-être. Peut-être que et le Thunder aussi a progressé plus vite que prévu. Ouais. Regarde, c'est l'équipe la plus jeune de la ligue et ils sont encore aujourd'hui en position d'aller chercher un titre. Ce serait d'ailleurs assez fou en fait. Si OKC allait au bout, faut pas qu'on normalise. C'est vrai qu'ils ont gagné 68 matchs cette saison, mais si OKC va au bout, c'est quand même sacrément dingue. Ouais. L'équipe la plus jeune de la ligue, tu vas jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut rajouter aujourd'hui sur ce match? Je pense pas. Ou sur le reste de l'actualité? Je reste juste signaler que la saison WNBA démarre la nuit prochaine. Alors normalement dimanche après-midi, vous aurez une petite preview de la saison qui est en cours d'enregistrement, en cours de préparation. Et cette nuit, il y a les premiers matchs. Je peux vous donner le calendrier si vous voulez. Allez, donne-nous. Il y a Washington-Atlanta, Dallas-Minnesota, un très beau premier match pour Paige Bakers. Golden State, Los Angeles, New York, Las Vegas. Énorme affiche tout de suite. Et Indiana-Chicago. Ils n'ont pas commencé par Indiana-Dallas. Ouais, ils n'ont pas cédé à la tentation. Voilà. Ça va arriver vite quand même. Ouais, mais même s'ils ont pas, il y a le Clark qui va faire de l'audimat. Oui, beaucoup d'audience même. Mais... Allez, on va s'arrêter là-dessus. On se retrouvera demain pour le 6e CQFR de la semaine. Dimanche, Coupe Culture. Lundi, on débriefera à 3 toutes les séries. Bon, a priori, il en reste plus beaucoup. Mais on fera un débrief de tout ça lundi matin avec Théo. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao.